Alors ça fait une transition parfaite parce que vous avez parlé de croissance bleue, de croissance verte et de donner du sens. La dernière heure qui vient va être beaucoup consacrée à ces sujets. On va reparler du VELIC un peu plus tard, des enjeux de recyclabilité et maintenant de décarbonation. La décarbonation totale est-elle possible? Je vous pose la question, vous avez 4 heures pour y répondre. Là, on va avoir 30 minutes pour y répondre. Ça va être un petit peu plus compliqué. On va voir à travers des exemples concrets, pratiques, comment réduire le taux d'émissions de carbone par kilowattheure produit d'éolien en mer, parler des types de navires aussi, de leur système de propulsion ou d'autres solutions comme la capture, la séquestration de carbone. Donc j'invite pour en parler à me rejoindre sur scène Yara Chaktoura, Vanessa Godefroy qu'on retrouve, Gaël Caillot et Boré Jacobsen. Je vous en prie. Comme d'habitude, il faut prendre un micro. Vous êtes Gaël. Voilà, parfait. Tout le matériel, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ce que je disais, on va avoir 30 minutes pour répondre à cette question. La décarbonation totale est-elle possible? Ça va être un exercice délicat, surtout qu'on va aborder des sujets différents avec vous. Mais merci beaucoup de m'avoir rejoint sur scène. Donc je retrouve Vanessa Godefroy, Head of France and Belgium Offshore Wind de Total Energy. À ses côtés, Yara Chaktoura. Merci. Vous voulez parler français ou anglais? En français, voilà, ça je changerai. Managing Director de Vattenfall, dans le secteur de l'éolien, évidemment, vous allez nous parler de ces enjeux-là. À vos côtés, Boré Jacobsen, thank you very much for being Managing Director de Northern Lights. C'est ce que je disais, on va parler de capture de séquestration de carbone avec vous. Je vous dis, il y a beaucoup de sujets. Et puis Gaël Caillot, merci beaucoup, Managing Director Renewables chez Louis Dreyfus Armateur. Donc là, on est sur les navires. Donc on va faire un premier tour d'horizon. L'idée, c'est qu'on ne va pas répondre à la question de la décarbonation, je crois maintenant, je crois qu'on a beaucoup de sujets là-dessus. C'est d'être le plus concret possible pour comprendre comment les acteurs aussi s'engagent sur ces sujets-là. Je vais commencer par vous, Yara Chaktoura, pour comprendre. Alors vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur, évidemment, depuis le design, la construction des parcs, la maintenance et la question du démantèlement aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, quelles sont les pistes chez vous de réduction de l'empreinte carbone dont on parle souvent? Bonjour, merci. Donc en effet, Vattenfall est un énergéticien complet. On est présent sur la production, la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz aux grandes entreprises et aux particuliers. Dans l'éolien en mer, on est dans les leaders mondiaux. On a 13 parcs en exploitation dans 5 pays différents. On a un pipeline de plus de 5 gigawatts. On construit presque tout le temps 2 parcs en parallèle. Et en effet, on a été le premier à démanteler aussi un parc éolien en mer. On en a déjà démantelé 3. Donc si on remet un peu, vous liez du concret. L'éolien en mer aujourd'hui, c'est de l'ordre de 15 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Le gaz, 400 grammes. Le charbon, 800 grammes. Donc on est déjà une énergie très décarbonée. On y reviendra à la fin. Le sujet est peut-être moins là qu'ailleurs. Et je pense que Vanessa Godefroy, évidemment, va pouvoir rebondir sur ce point. Et donc, sur ces 15 grammes, vous avez à peu près plus de 95% de notre point de vue donc énergéticien qui est dans la chaîne d'approvisionnement. Essentiellement la production de matières premières et en effet les transports. Sur la production de matières premières, donc par exemple l'acier, aujourd'hui, on commence à travailler sur des solutions d'acier décarboné. Par exemple, on a un programme de fabrication d'acier à partir d'hydrogène vert avec des partenaires suédois SSAB, LKAB, et on vient de produire les premières pellettes d'acier produites sans énergie fossile. Et Volvo prévoit de faire avec cet acier les premières voitures sans énergie fossile en 2026. Donc vous avez un premier axe matières premières et donc un deuxième axe transport, soit pendant la construction. Donc là, on a des très très gros bateaux et ça va prendre plus de temps pour les transformer et il faudra de l'aide gouvernementale. Et puis la maintenance, et là je sais que Gaël en parlera plus tard. Et nous, par exemple, sur notre parc éolien en mer aux Pays-Bas, au Land the Kust, premier parc éolien en mer sans subvention au monde, nous utiliserons des bateaux de transport de personnel à base d'hydrogène.
Donc ça, c'est pour les solutions concrètes. C'est quelque chose chez Vattenfall auquel vous réfléchissez depuis longtemps. C'était dans votre ADN aussi. Enfin, j'imagine, vu les origines, on parle souvent des pays du Nord en la matière. Tout à fait. Alors, on a des ambitions de réduction d'émissions de CO2 très agressives. On a atteint nos objectifs 2030 en 2020. Et donc maintenant, on a remis la barre plus haut. On s'est engagé à réduire nos émissions de CO2 pour que ça soit compatible avec une augmentation maximale des températures de 1,5 degré Celsius. Ça a été validé par un organisme externe reconnu, la Science Based Target Initiative. Et par ailleurs, comment ça se traduit? Comme je vous ai dit, c'est surtout dans la supply chain. Donc, on travaille avec nos fournisseurs pour une réduction de 50% des émissions de nos fournisseurs. Donc, c'est un travail main dans la main, de telle façon à ce que le succès soit collectif d'ici 2030 et pour nous atteindre la neutralité carbone en 2040. D'accord, atteindre la neutralité carbone, ça c'est un des enjeux dont parlent beaucoup d'entreprises, même si certains disent que l'entreprise en elle-même ne peut pas dire qu'elle atteint la neutralité carbone, c'est à l'échelle mondiale finalement, mais que vous y contribuez à travers les démarches que vous engagez. On va poursuivre avec le secteur de l'énergie, justement, Vanessa Godefroy, pour Total Énergie. Donc on sait évidemment que Total prend un virage aussi dans Total Énergie, voilà, exactement, j'ai résumé Total Énergie, j'ai bien compris. J'ai eu un passé où j'avais un sponsor qui s'appelait Total, c'est pour ça. Total Énergie s'est engagé sur la transition énergétique. Oui, alors évidemment, pour Total Énergie, la décarbonation au sens large, c'est un enjeu qui est très fort. Voilà, on veut être un acteur majeur de la transition énergétique. On veut être dans le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable, tout renouvelable confondu. On a pris des engagements l'an dernier de neutralité carbone et qui vont s'articuler selon 2 axes. Un premier axe sur les émissions, ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Donc en fait, ce sont nos émissions d'industriels. Voilà, sur lequel on peut avoir une action directe. Et puis également sur les émissions, donc ce qu'on appelle le scope 3. Donc ce sont les émissions sur lesquelles on n'a pas la main quand quelqu'un prend un bateau, sa voiture, etc. Et où on s'engage à accompagner la société, et en fait je devrais plutôt dire les sociétés, puisque du coup on va avoir des degrés de maturité très différents. Aujourd'hui on est centralisé sur l'Europe, mais ici, mais pas forcément ailleurs. Voilà. Et pour nous, c'est quand même aussi un très, très gros enjeu. Donc, comment on fait concrètement? Alors déjà, évidemment, on va réduire nos émissions. Voilà, un petit peu ce que vient de dire Yara, appliqué à nos activités industrielles. On a 400 projets en cours de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en ce moment. Ça va passer, par exemple, par de l'efficacité énergétique dans les raffineries. Ça va passer par de la réduction de ce qu'on appelle le brûlage de gaz de routine, où on traque le méthane, qui est effectivement un gaz compliqué. Il y a certains cas de fuite de méthane encore aussi qui sont à signaler. Hein. C'est un secteur où il y a une problématique de ce côté-là. Tout à fait. On a réduit nos émissions de méthane de l'ordre de 50% en 10 ans. Là, sur les 10 dernières années. Il y a un enjeu sur les pratiques. Et donc là, je pense qu'on s'y est vraiment bien attaqué. Après, il y a effectivement alors, nous, on ne parle pas forcément de fuite. Il peut y avoir des opérations. Donc, voilà, ça peut être nécessaire pour les opérations. Donc ça, c'est tout ce qui est réduction. Ensuite, il va y avoir la substitution. Voilà. La substitution, c'est développer les renouvelables, évidemment. Développer l'électrification au sens large. Développer des carburants alternatifs, quand ça peut être plus ou moins compliqué. Quand vous dites substitution, je vais jusqu'au bout. Vous prenez totalement le virage, 100% d'énergie renouvelable chez Total Énergie en 2050 ? Alors, je pense que Gaëlle en parlera probablement mieux que moi. Je ne vais pas laisser déflorer le sujet. Aujourd'hui, substitution, c'est dès que ça a du sens. Oui, bien sûr. Ça prend un certain nombre de pratiques, ça prend un certain temps en fonction, je insiste sur les géographies. Voilà. On va très 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 vite sur les renouvelables. On est parti de quelques centaines de mégas il y a quelques années. On a 14 gigas. Oui, vous étiez plutôt sur le solaire et vous êtes allé aussi progressivement sur l'éolien aussi. Tout à fait. Tout à fait. L'éolien en mer, c'est une très bonne illustration en fait de cette dynamique. On a commencé il y a 2 ans et demi. Voilà. On a aujourd'hui 6 gigawatts en construction et en développement. On a monté des équipes mixtes où la mayonnaise prend très bien. Ce que j'appelle des équipes mixtes, parce qu'on parle d'investissement, financier sur les renouvelables. On entend souvent le chiffre de 2 à 3 milliards de dollars pour Total Énergie d'investissement par an dans les renouvelables. Alors je pense que ça serait intéressant de faire le calcul de ce que voudrait dire 100% de renouvelables à 2050. Voilà. Juste pour vous répondre. Et là-dessus, au-delà d'investissement financier, il y a beaucoup d'investissements humains.
Voilà. Donc sur l'offshore wind, aujourd'hui, on a des équipes mixtes avec des experts de l'offshore wind, avec des gens qui viennent des différentes branches de la compagnie et qui apportent des expertises métiers sur le projet. Sur le flottant, on en parlait tout à l'heure, voilà, qui sont vraiment très importantes et où la mayonnaise prend bien. Donc le deuxième point, c'est ce point de substitution. Voilà. Et après, on a un troisième point qui est un point de développement de solutions de puits de carbone. Donc je pense, voilà, même chose, je ne vais pas forcément trop m'étendre, mais on est présent sur un certain nombre de projets de CCS, de stockage et de capture de CO2 et de développement de forêt. Donc, bon, même chose, il y a probablement beaucoup plus à dire sur la philosophie de la décarbonation, mais voilà, quelques actions concrètes au niveau du groupe. C'est l'idée de montrer concrètement comment les acteurs s'engagent. Alors, I will talk with you now, Börje Jacobsen, Managing Director of Northern Lines. Vanessa Godefroy talk about it. We will also talk about Norway, the Norwegian government's support the development of carbon capture and storage value chain, and it's why they announced their decision to create Northern Lines CO2 transport and storage project. Can you say a little bit more about your technology and what you do? Yes, and thank you for having me. At this conference, we hear a lot about the how to generate electricity in a sustainable manner, green energy, and we talk a lot about the technology that's needed to do that. The company I lead, Northern Lights, we're coming at this from a different angle, and that is actually to deal with the emissions that is occurring and finding ways to do that. I had a little film. I'm not sure if it's possible to show that. Peut-être lancer le film. Vous pouvez comment? You can comment. You can explain. I can. Yes. So here you see the what we would call our customers, the emitters, and we sort of graphically show how we collect the CO2 from the emitting sources and put it onto a custom-built ships, which would then sail, as we see now, up from, happened to be almost in France. I think it's Belgium that started from here, but it could be France, and up to where we are developing our site on the west coast of Norway. The liquid CO2 will then be transferred from the ship into a temporary storage tanks, as you see in this picture, but then it will be pumped for 100 kilometers offshore into the North Sea, where we have a well with the template you see here, and then we actually put it 2,600 meters below the seabed, where the CO2 will be released into a suitable reservoir for storing the CO2, and here it will be stored permanently. And to prove that, we will continuously monitor how the CO2 develops. So why do we need this? Why do we need to go through all this trouble? And I think it is around managing the emissions and minimizing the effect of climate change. Electrification will do a lot. Reducing oil use, coal use, and natural gas, reducing emissions will help a lot. But you do have sectors that will still emit. The production of steel, as my colleague just mentioned, how do you get carbon neutral steel, cement, waste incineration, etc. So in sum, you will still continue to emit enormous amounts of CO2. And you have to find a way to tackle that part. Probably in 2030, you will probably need to capture 300 million tons of CO2 per year to get to your zero targets. And as this little animation showed, how does it work? We take the CO2, we put it underground, thousands of meters, because a lot of people are very skeptical. Will it work? Will it leak out of the reservoir? Well, to that we can say we know the subsurface. Our background is oil and gas, which works with these subsurface layers. So we know that in the porous rock you can put the CO2. Above that there is actually a rock that's waterproof, slate, and there are tens of meters of this, and they are in many layers. So we feel we have a very good and safe solution.
And technically, we think, actually technically, we have the storage, the transportation, the capture facilities is already developed. But this technology are not too expensive now still. Well, yes, exactly. Yes. It is the difficulties also. So it costs a lot. Exactly, and you touch on the key challenge, because at the moment to put all this infrastructure in place costs a lot of money. Today, emitting CO2 is cheaper than capturing it and storing it, even with the recent increase in the quota price. So this is why the Norwegian government helped to fund the start of Northern Lights quite generously. And our three owners, are, which is TotalEnergies, which is a representative here, Equinor and Shell, are also funding it. But we don't have any revenues. So we are investing a lot of money, but we have, at the moment, I can confess, 0 revenues. So we actually have to go now and get customers. And we have to convince them to start doing this. And they say, but it's too expensive. So what we do need is, we do actually need, these customers, and there are some funds made available in the EU, but we do need the first one to also get some support. And I think the parallel to offshore wind is very relevant, because in the first projects, they subsidize the developments and the thing got going. And then you get the cost efficiency from scaling up. And now you see them are being put out there in fully commercial terms in an extremely short, very impressive development. I think the same will happen with carbon capture and storage. We will, and there are a lot of other projects coming out now, so we are actually also competing. We are not on our own out there. And we see this, that the technology development, building and actually showing people that this working on that trust angle, but then the commercial is still the challenge. And that's the job of Northern Lights, to make this work over the next couple of years. And also something else, like it will be very difficult. You talk about this, but the CO2 emission still increase. Yes. So you will have, it's a huge, huge work you will have to do. You must be a lot of Northern Lights to do this. We are planning in the initial phase to store 1.5 million tons of CO2 per annum. The emissions that we need to tackle in Europe is 660 million tons per annum. So we are sort of 1/600 part of the solution. But we will scale up to 5 million tons. We have an ambition to do that by 2025 and then continue to grow. So we are growing. But the point, and that is why Northern Lights, I think, is so critical, is that if we can show we can do it commercially, then these other projects will also come along. Because we cannot solve it alone. We need projects in all the coastal countries. I think it's primarily an offshore business, this. Local acceptability is difficult onshore. And we do need the French government, the European governments, to start putting together and thinking around how we put together the infrastructure and the incentives to make this happen. C'est important, oui, de le souligner. Il y a besoin d'un support du gouvernement. We need to have the support of government. Alors maintenant, on va parler des navires. Donc, je vais repasser au français avec Gaël Caillot, donc de Louis Dreyfus Armateur. Vous pourrez aussi commenter, si vous le voulez, tout à l'heure pour faire le tour de cette table ronde. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi comme solution au niveau des navires, et évidemment, parce qu'on en parlait aussi, des carburants nettement moins polluants. Oui, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je me retrouve au cœur du sujet et je vais essayer de m'en échapper à la fin de mon propos. Donc Louis Dreyfus Armateur est donc présent, très présent au niveau des services de développement éolien avec des navires de service CTV et SOV, mais nous sommes un armateur, donc on a aussi une global picture autour de comment on bouge un bateau d'un point A à un point B en émettant le moins de CO2 possible. Donc sans répondre à la question qui était un petit peu la fin de la table ronde, est-ce que la décarbonation est totale? La réponse est oui. Je crois qu'on y arrive. Mais mon propos va être surtout de dire quand ou à quelle échéance. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est surtout le temps qui compte. Parce que la bonne nouvelle dans cet exercice, c'est que la technologie existe, des exemples ont été présentés,
et je vais en citer d'autres. Pour nous, armateurs, la technologie existe. Comment avoir des propulseurs qui fonctionnent avec de l'énergie propre, c'est absolument possible. Donc notre rôle, nous, c'est de les développer, d'industrialiser ces process technologiques qui existent pour ensuite les mettre sur le marché. Donc ça dépend ensuite si on parle de décarbonation complète, donc zéro carbone, ou de carbone neutral. Il y a aussi une notion qui est importante, qui arrive dans cet équilibre. Carbone neutral, avec du méthanol, on peut y arriver, donc de l'e-méthanol, en l'utilisant comme carburant. Je vais émettre du CO2, mais ce CO2 qui aura été capturé par ailleurs, voilà, combiné avec de l'hydrogène vert, la chaîne est recombinée, mais après c'est relativement facile à mettre en œuvre au niveau technologique. C'est plus compliqué dans toute la supply chain qui va derrière, mais c'est du carbone neutral. Ensuite, on a des solutions hydrogène ou ammoniac, par exemple, pour lesquelles la technologie est mature, mais qui va présenter d'autres challenges. Alors, ces challenges sont les suivants. Le premier, c'est que, comme ça a été évoqué à quelques occasions, livrer des équipements qui soient compatibles avec ces technologies va arriver avec un incrément de coût par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc pour ça, pour que nous on y arrive, on a besoin d'un support quelque part, soit des donneurs d'ordre en disant je suis prêt à payer cet incrément, mais ça on commence à le voir, les donneurs d'ordre comme ceux qu'il y a avec nous aujourd'hui, et cette catégorie dit clairement dans les appels d'offres qui nous envoient, je veux maintenant des options relativement claires et précises sur la façon dont vous allez dans les 5 à 10 ans à venir mettre en œuvre ces solutions pour que cette partie de mon scope 3, parce que le scope 2 chez moi c'est le scope 3 de mes clients, et il faut garder ça en tête, hein, l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Scope 3, c'est tous ceux qui sont autour. Finalement, c'est tous les fournisseurs, c'est pas uniquement l'entreprise qui s'engage. Il faut le repréciser peut-être pour certains qui ne connaîtraient pas les notions de scope 3. Et je vais venir, donc ça fait partie de cette chaîne. Et donc, si quelqu'un accepte cet incrément de coût, donc nos clients ou des gouvernements, à ce moment-là, on pourra y arriver. Le deuxième challenge auquel on fait face, c'est la maturité des technologies pour savoir celle qui prendra le lead, sachant que, et comme on le voit déjà dans l'ensemble des sujets de décarbonation, l'éolien est un point incontournable. Par contre, je pense que faire que de l'éolien, c'est pas faisable. On peut pas oublier le solaire. Je pense même qu'on peut pas oublier le nucléaire. Désolé si je choque certains, mais en termes de balance énergétique, de capacité technologique, c'est un tout. Et je pense que pour nous, en termes de technologie purement sur les carburants, c'est aussi un tout. Aujourd'hui, si on fait un choix technologique qui s'avère dans 10 ans ne pas être successful, c'est un gros risque pour nous. Ce qui m'amène au troisième élément, c'est l'ensemble de la supply chain. Si on développe un navire avec une de ces technologies, que ce soit de l'ammoniac, du méthanol, de l'hydrogène sous diverses formes, qui peut être gazeuse ou liquide, et si derrière la supply chain ne suit pas, eh ben ça sert à rien. Et donc j'en reviens au mon scope 2, qui est d'être zéro émission pour mes clients, dont je suis le scope 3, j'ai besoin de travailler sur mon scope 3, c'est-à-dire mes fournisseurs qui vont m'amener un produit qui soit complètement compatible. Alors, ce qui va se passer dans les prochaines années, nous, on va commencer à présenter des solutions en termes de design qui sont basées sur soit de l'hydrogène, soit du méthanol, soit de l'ammoniac. Par contre, alors, il y a des différents modèles. Ça peut être des navettes rapides ou des navires plus gros, c'est ça? Parce que vous avez tout type absolument. d'offres. Donc, déjà, sur tous les navires, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. J'ai pas cité l'électricité, mais l'électricité est également un sujet sur la table. Dans tous les cas, il faut qu'on puisse aller quelque part avec le navire et refueler. Donc l'électricité, il faut qu'il y ait des charges qui soient correspondantes. On est capable de développer aujourd'hui les coques et les foils qui permettront de faire des rotations. Mais en électrique, on ne va pas avoir non plus de grande autonomie. Ça va être assez rapidement limité. Donc on va passer sur des gaz ou des liquides qu'on peut stocker. Il faut qu'on arrive à approvisionner. Et donc juste dans la séquence, aujourd'hui, ce qui est très mature, c'est tous les moteurs à combustion interne qui vont être dual fuel. Donc ça, en transition, pour nous, les marins et des navires, c'est relativement facile. Par contre, le rendement de ces éléments est moins bon qu'une pile à combustible, par exemple. Mais la pile à combustible et toute la chaîne qu'il faut mettre en œuvre en termes de certification prendra encore un petit peu plus de temps. Mais je pense qu'entre 5 et 10 ans de maintenant, on verra naviguer sur les eaux, et je pense que l'éolien sera en avance par rapport au shipping en général. On va commencer à voir naviguer des navires qui sont soit neutres en émissions, soit zéro émission. Alors, efficace. Vous voulez réagir parce que vous avez commencé à parler des navires tout à l'heure, Vanessa Godefroy. Oui, alors peut-être 2 points. Le premier, effectivement, alors nous on est là pour développer les solutions et on les développe effectivement en partenariat pour être prêts. Il y a quand même un point sur lequel je rejoins Gaëlle, qui est la grosse question du scope 3, et un point où je ne le rejoins pas complètement, qui est celle de la géographie. Voilà. Ou en tout cas, qui n'a peut-être pas forcément un point complémentaire à aborder. L'Europe, c'est 8-9% des émissions de CO2 ou équivalent de gaz à effet de serre au niveau mondial. On voit évidemment des maturités qui sont très très différentes en fonction des zones géographiques.
Alors, je connais évidemment moins bien toute la partie marine marchande, mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi vrai sur ces axes-là. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est d'arriver à accompagner pas uniquement les pionniers, mais aussi tous les pays qui ont d'autres problématiques. Voilà, oui, parce que les émissions de CO2, elles ne s'arrêtent pas à la frontière. Hein. C'est comme le nuage de Tchernobyl, c'est pas la même, évidemment. La problématique, elle est globale. Et pour moi, la vraie question autour de la décarbonation, totale, pas totale énergie, tout ça, voilà. On peut faire des jeux de mots aussi. C'est un petit jeu de mots. On peut faire de la philosophie, mais la vraie question, elle est géographique. Oui, c'est d'engager tout le monde. Vous voulez commenter hier, Jacques Thora? En tout cas, sur ce que Gaëlle venait de dire, non, mais sur les transports, moi je suis assez confiante. En tout cas, pour l'éolien en mer, hein, on a des solutions qui existent. Les délais sont en fait plus courts que je pense ce qu'on imagine. On va mettre en service en 2023 le parc éolien en mer sans subvention dont je vous parle, et ça sera des navires justement qui seront sans émissions de gaz à effet de serre et à un prix qui on est sans subvention. Donc on a des solutions, elles sont en train d'arriver. Et là, je rejoins Vanessa, on est en train de parler de la décarbonation de l'éolien en mer à 15 grammes de CO2 par kilowattheure. Il n'est pas là le sujet. Donc au final, il y a les 400 grammes de gaz et les 800 grammes de charbon d'abord, si on parle de l'électricité. Et en Europe, on parle de l'industrie d'abord, des transports individuels et collectifs. Et là, en effet, c'est là où est le sujet principal. Donc contrairement à mon ami de Northern Lights, on est pour l'électrification massive, totale des usages sur de l'énergie bas carbone, pour commencer. Ouais, c'est une des solutions dont on parle beaucoup, évidemment, surtout que la demande en électricité va cesser d'augmenter aussi, hein, vu le contexte. Donc, oui. Non, de notre point de vue, la demande en électricité ne va faire qu'augmenter. Qu'augmenter, oui, c'est ça, oui. J'ai peut-être mal formulé. À cause de l'électrification des usages. Voilà, la demande d'électricité, exactement. You want to react, Börje Jacobsen? Maybe about, it's a very important point of view about in Europe, we are pioneer, but all around the world, there must be something to do. Yes, I think it is a global, obviously, global issue. I think, and CO2 emissions also is strongly correlated to how much of the stuff a country or a region is making. So when we complain that China is emitting 30% of global CO2 emission, well, they make 30% of everything that's made, that we buy. So I think there is a responsibility that starts with ourselves as well. But it is a global issue. We, with a ship-based solution, are regional. There is a limit, but we think CCS is, as we've seen with offshore wind, replicable in other regions as well. And we are actually only last week we had interest from Singapore, who is looking into something similar, and they talked a little bit about a Southern Lights. So I think there is a global interest already, and I think the need for CCS will spread out of Europe. But Europe is leading in this area, and we're really happy to be in the forefront of this. Gaëlle Caillot, vous voulez réagir pour le mot de la fin? Vous êtes très efficace, finalement. On arrive à parler de décarbonation en 30 minutes. J'avais un peu peur au départ. Efficacité énergétique. Exactement. Oui, donc 2 points. Je rebondis sur l'aspect géographique. Donc on est conscient de cet aspect-là parce qu'au-delà des navires de service qui effectivement sont captifs sur un champ pendant 5 ans, 10 ans ou plus, nous avons chez Louis Dreyfus des navires qui parcourent le monde. Et là-dessus, 2 commentaires. Le premier, c'est que l'intérêt, donc, dans un premier temps, de la technologie de moteur dual fuel, c'est qu'on peut mettre de l'e-méthanol en Europe, par exemple, et on peut repasser sur du diesel dans un endroit du monde où le méthanol n'est pas disponible. Donc on n'est pas super efficace, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et si la chaîne ensuite continue à se développer, il y aura du méthanol partout. Et le deuxième élément, c'est qu'en pouvant justement avoir la chance de fournir des services sur des champs captifs, ça nous permet d'aider à l'accélération de la maturité technologique, dont on peut espérer ensuite qu'elle soit déployable beaucoup plus facilement sur des navires, que ce soit des navires, des tankers, des vraquiers ou des choses comme ça. Sachant que nos camarades qui font ces activités commencent également sur les lignes à mettre des navires de ce type. Donc je pense qu'on peut être précurseur et faciliter le fait que toute cette chaîne technologique au niveau du transport maritime mûrisse pour justement exporter ce qu'on aura pu développer dans des zones entre guillemets privilégiées vers le reste du monde. Merci beaucoup à tous les 4 pour votre intervention sur cette table ronde. Thank you very much.